À mon anniversaire, ma sœur m'a écrasé le gâteau sur le visage, riant alors que je tombais en arrière, le sang se mélangeant au glaçage. Tout le monde a dit que c'était juste une blague. Mais le lendemain matin aux urgences, le médecin a regardé ma radio et a immédiatement appelé le 911 parce que ce qu'il a vu a révélé une vérité choquante. Les lumières fluorescentes des urgences bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que le docteur Martinez étudiait la radio avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Sa mâchoire s'est serrée et il a tendu la main vers le téléphone sans me dire un mot. Ma tête palpitait là où elle avait heurté le coin de la table à manger la veille au soir, et du sang séché collait encore à la racine de mes cheveux malgré mes tentatives pour le nettoyer. Oui, c'est le docteur Martinez de l'hôpital général du comté. J'ai besoin de la police immédiatement. Sa voix portait une urgence qui m'a noué l'estomac. J'ai une patiente avec des blessures compatibles avec une agression, pas un accident. La soirée précédente repassait dans mon esprit comme un film d'horreur que je ne pouvais pas mettre en pause. 28 ans, et j'avais vraiment cru que cet anniversaire serait différent. Ma sœur Vanessa m'avait appelé 3 jours plus tôt, sa voix dégoulinant d'une douceur qui aurait dû déclencher toutes les sonnettes d'alarme dans mon système. « Viens pour ton dîner d'anniversaire », avait-elle dit. Juste la famille. Maman et papa veulent te voir, et les enfants demandent après leur tante. J'aurais dû m'en douter. Vanessa avait passé toute notre enfance à faire de moi la cible de sa cruauté. Mais elle avait perfectionné l'art de déguiser cela en taquinerie fraternelle. Nos parents, Gérald et Lorraine, avaient toujours pris son parti avec le même refrain, elle ne fait que jouer. Ne sois pas si sensible. Quand je suis arrivé chez elle en banlieue, la salle à manger avait été décorée de serpentins et de ballons. Mon beau-frère, Pierce, m'a accueilli avec une étreinte maladroite, et leurs enfants, Madison, 8 ans, et Tyler, 5 ans, couraient autour de la table. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant son expression habituelle de légère déception, celle qu'elle réservait spécifiquement pour moi. Papa était assis en bout de table, se servant déjà des amuse-gueules. Le gâteau trônait au centre de la table, une imposante création au chocolat avec des roses en glaçage rose. Vanessa s'était surpassée ou du moins le pensais-je. Elle émergea de la cuisine portant des flûtes de champagne, son sourire large et exercé. « Portons un toast avant de manger », annonça-t-elle en distribuant les verres. « À ma petite sœur, qui apprend enfin à accepter une blague après toutes ces années. » Le commentaire piqua, mais je me forçai à sourire. C'était du Vanessa tout craché, transformant même un toast en une pique subtile. Nous levâmes nos verres et je pris une gorgée de champagne, essayant d'ignorer la façon dont tout le monde semblait me regarder avec une intensité qui paraissait fausse. Le dîner se déroula assez normalement. Maman posa des questions sur mon travail au cabinet de marketing, bien qu'elle semblât plus intéressée à me parler de la récente promotion de Vanessa au poste de directrice régionale des ventes. Papa parla de son jeu de golf. Pierce essaya de faire la conversation sur la météo. Toute la soirée avait la qualité d'une pièce de théâtre où tout le monde connaissait son texte sauf moi. Puis vint l'heure du gâteau. Vanessa le porta à la table avec un soin exagéré, le posant directement devant moi. Les bougies vacillaient alors que tout le monde commençait à chanter, leur voix se mélangeant dans ce chœur familier et faux. Je fermais les yeux pour faire un vœu, quelque chose que je faisais depuis l'enfance, bien que sachant que les vœux ne se réalisaient jamais. L'impact arriva sans avertissement. La main de Vanessa écrasa le gâteau entier sur mon visage avec une telle force que ma chaise bascula en arrière. Le bord de la table à manger heurta l'arrière de mon crâne alors que je tombais, et j'entendis un craquement qui sembla résonner dans la pièce. La douleur explosa à travers ma tête, et quand je touchai mon visage, mes doigts revinrent rouges de sang mélangé au glaçage rose. Le rire de Vanessa résonna au-dessus de tout le reste, aigu et ravi. « Oh mon Dieu, tu devrais voir ta tête. C'est exactement comme quand on était gamine. » Je gisais sur le sol, la vision trouble, goûtant le sang et le chocolat. La voix de maman coupa le bourdonnement dans mes oreilles. « Vanessa, c'était peut-être un peu trop. » « Trop ?» Le ton de Vanessa passa à une indignation défensive. C'était juste une blague. Elle a toujours été si dramatique pour tout. Papa apparut dans ma vision floue, offrant une main pour m'aider à me relever. « Allez, viens. On va te nettoyer. » Pas de mal, hein? Mais il y avait du mal. Du sang coulait le long de ma nuque, et quand j'essayais de me lever, la pièce bascula violemment. Pierce m'apporta une serviette, l'air mal à l'aise, tandis que Madison et Tyler fixaient la scène avec de grands yeux depuis l'embrasure de la porte où maman les avait conduits.
Je crois que je dois aller à l'hôpital, réussis-je à dire à travers les martèlements dans ma tête. Vanessa roula des yeux dramatiquement. Tu vois? C'est exactement ce dont je parle. Toujours à tout transformer en crise. Tu as probablement juste une petite bosse. Ta sœur saigne quand même beaucoup, hasarda Pierce doucement, gagnant un regard acéré de sa femme. Maman tamponna mon visage avec une serviette, ses mouvements efficaces mais dénués de réelle inquiétude. Peut-être qu'on devrait t'emmener aux urgences juste pour être sûr. Tu sais comment les blessures à la tête saignent. Je vais la conduire, dit papa, attrapant déjà ses clés. Vanessa, commence à nettoyer ce bazar. Le trajet vers les urgences passa dans un flou de lampadaires et de commentaires continus de papa sur la façon dont j'avais toujours été sujette aux accidents étant enfant. Il semblait déterminé à réécrire ce qui venait de se passer en quelque chose que je m'étais fait à moi-même. Tu te souviens quand tu es tombé de vélo et que tu as accusé Vanessa de t'avoir poussé? Dit-il. Il s'est avéré que tu avais juste perdu l'équilibre. Je n'avais pas perdu l'équilibre. Vanessa m'avait poussé parce que je l'avais battue à un concours d'orthographe. Mais se disputer avec papa sur l'histoire familiale révisée était inutile. Il avait construit toute une mythologie où Vanessa était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, et j'étais l'enfant à problème qui imaginait des offenses et créait des drames. Aux urgences, une infirmière me jeta un coup d'œil et me fit passer rapidement au triage. Papa resta dans la salle d'attente, probablement soulagé de s'échapper. Ils nettoyèrent la plaie, qui nécessita 6 agrafes, et demandèrent un scanner pour vérifier s'il y avait une commotion cérébrale. Le visage du technicien resta professionnellement neutre alors que la machine vrombissait autour de ma tête. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir, me dit le premier médecin vers minuit. Mais si vous ressentez des vertiges, de la confusion ou une douleur accrue, revenez immédiatement. Papa me conduisit à mon appartement en silence. Quand il me déposa, il serra mon épaule dans ce qui passait pour de l'affection dans notre famille. Content que tu ailles bien. Essaie de ne pas en vouloir à ta sœur. Elle essayait juste de rendre ton anniversaire amusant. Je voulais lui hurler que d'écraser le visage de quelqu'un dans un gâteau assez fort pour causer une blessure à la tête n'était pas amusant, mais j'étais trop épuisé. Je le remerciai mécaniquement et me traînai à l'étage. Le sommeil vint par à-coups, interrompu par des rêves de chute et le rire de Vanessa. Vers 6 heures du matin, je me réveillai avec un mal de tête si violent que je pouvais à peine voir. La pièce tourna quand j'essayais de m'asseoir, et la nausée me traversa par vagues. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'appelai une ambulance parce que je ne pouvais pas me faire confiance pour conduire. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, leurs questions fusant alors qu'ils me chargeaient sur une civière. De retour à l'hôpital général du comté, un médecin différent m'examina, demanda plus de scanners, et c'est là que le docteur Martinez entra en scène. Il étudia les radios avec une intensité croissante avant de passer ce coup de fil. Une officière de police arriva dans les 20 minutes, une femme nommée officier Patricia, qui avait des yeux gentils et une attitude pragmatique. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé, dit-elle en tirant une chaise à côté de mon lit d'hôpital. Alors, je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, de l'invitation de Vanessa à l'écrasement du gâteau, jusqu'au rejet de la gravité par ma famille. Le docteur Martinez nous rejoignit, apportant les radios pour montrer à l'officier quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait voir de mon angle. Il y a une ancienne fracture ici, dit-il en pointant un endroit sur le film, et des cicatrices qui suggèrent des traumatismes répétés dans cette zone au fil du temps. Combiné avec une nouvelle blessure, nous sommes face à un schéma. L'expression de l'officier se durcit. Depuis combien de temps votre sœur est-elle physiquement agressive avec vous? La question déverrouilla des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Vanessa me poussant dans les escaliers quand j'avais 12 ans, prétendant que j'avais trébuché. Vanessa claquant ma main dans une portière de voiture quand j'avais 15 ans, disant que c'était un accident. Vanessa me poussant dans une piscine quand j'avais 17 ans, bien que sachant que je venais d'avoir une chirurgie de l'oreille, riant alors que je me débattais de douleur. Toute ma vie, chuchotais-je. Mais tout le monde a toujours dit que c'était juste des trucs de frères et sœurs, juste des blagues, juste Vanessa étant Vanessa. Au cours des heures suivantes, je fis ma déposition. L'officier photographia mes blessures et collecta les dossiers médicaux. Elle m'expliqua que ce que Vanessa avait fait constituait des voies de fait et agressions, surtout compte tenu de la gravité de mes blessures et du schéma des incidents passés. Nous allons porter plainte, dit-elle, et je recommanderais d'obtenir une ordonnance de restriction. Les mots auraient dû apporter un soulagement, mais au lieu de cela,
je me sentis malade d'effroi. Ma famille ne me pardonnerait jamais pour ça. À leurs yeux, je serais la méchante qui a détruit l'harmonie familiale pour une farce inoffensive. Ils arrêtèrent Vanessa cet après-midi-là. Maman m'appela en hurlant avant même que la procédure d'enregistrement ne soit terminée. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, à cette famille ? C'était un accident. » « Ce n'était pas un accident, maman, dis-je. Elle l'a fait exprès, et elle m'a fait du mal exprès toute ma vie. Tu es ridicule. Vanessa ne te ferait jamais de mal délibérément. Elle t'aime. » La conversation dégénéra à partir de là. Papa appela ensuite, sa déception plus lourde que la colère de maman. Pierce envoya un texto demandant si j'étais sérieuse à l'idée de poursuivre ça. Seule ma tante Rosemary, la jeune sœur de maman qui avait toujours été un peu à l'écart de la famille, me contacta pour me soutenir. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Vanessa te traitait, dit-elle quand je répondis à son appel. Ta mère refusait de le voir, mais moi je le voyais. Je suis contente que tu te défendes enfin. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi, et je pleurai pour la première fois depuis l'incident. Pas de douleur bien que ma tête palpitât encore mais du soulagement d'être crue. La procédure judiciaire avança plus vite que je ne l'avais prévu. Vanessa engagea un avocat coûteux qui essaya de me dépeindre comme vindicative et cherchant l'attention. Mon avocate, une femme vive nommée Christine Walker, présenta les preuves médicales méthodiquement, l'ancienne fracture, le schéma des blessures documentées sur des années. Les dépositions des témoins qui avaient vu le comportement de Vanessa. Pierce, à son crédit, dit la vérité quand il fut interrogé. Il admit avoir vu Vanessa écraser délibérément le gâteau sur mon visage avec une force excessive. Il décrivit d'autres incidents dont il avait été témoin au fil des ans, sa voix calme mais stable. Je ne pouvais qu'imaginer les conséquences qu'il affronterait à la maison pour son honnêteté. L'affaire attira l'attention des médias locaux après que quelqu'un eut divulgué des détails à un journaliste. Une femme accuse sa sœur d'agression après qu'une attaque au gâteau d'anniversaire révèle des années d'abus, titrait le journal. L'histoire devint virale, déclenchant des débats sur la violence familiale et la normalisation de la cruauté entre frères et sœurs. L'opinion publique se divisa de manière prévisible. Certaines personnes pensaient que je faisais toute une histoire pour rien. D'autres partageaient leurs propres histoires de boucs émissaires aux mains de frères et sœurs pendant que les parents regardaient ailleurs. L'attention était accablante, mais elle me connecta aussi avec des ressources dont j'ignorais l'existence. Je commençai une thérapie avec le docteur Anna Foreste, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'aida à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas une rivalité fraternelle normale, mais un abus psychologique et physique soutenu, rendu possible par la négligence parentale. Vos parents ont créé un environnement où Vanessa a appris qu'elle pouvait vous faire du mal sans conséquence, expliqua le docteur Foreste lors d'une séance. Et ils vous ont appris que votre douleur ne comptait pas désapprendre ces schémas prendra du temps. L'affaire pénale aboutit à ce que Vanessa plaide coupable d'agression en échange d'une peine réduite. Elle reçut une probation, des travaux d'intérêt général, des cours obligatoires de gestion de la colère, et une ordonnance de restriction permanente l'empêchant de me contacter. Son avocat tenta d'argumenter pour une peine moindre, citant son casier vierge et les circonstances familiales, mais le juge ne se laissa pas influencer. Les preuves montrent un schéma de violence masqué en humour, déclara le juge Anderson lors du verdict. L'accusé doit comprendre que causer du tort à une autre personne, famille ou non, a des conséquences. Le visage de Vanessa se tordit de rage alors que le juge parlait, et pendant un moment, je la vis clairement sans le filtre de l'obligation fraternelle ou de la pression familiale. Elle n'était pas désolée. Elle était en colère d'avoir été prise et de faire face à ses responsabilités pour la première fois de sa vie. Maman et papa assistèrent au verdict, s'asseyant du côté de Vanessa dans la salle d'audience et refusant de me regarder. Par la suite, papa m'envoya un email formel déclarant qu'il coupait tout contact jusqu'à ce que je présente mes excuses à ma sœur et que j'abandonne l'ordonnance de restriction. Le message était en copie à des membres de la famille élargie, clairement destinés à rallier du soutien contre moi. Certains proches prirent leur parti immédiatement. D'autres me contactèrent en privé pour exprimer leur soutien mais dire qu'ils ne pouvaient pas le faire publiquement sans causer de drame familial. Seule tante Rosemary me défendit ouvertement, ce qui entraîna sa propre rupture avec maman. Certaines familles sont toxiques, me dit-elle autour d'un café un après-midi. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de partir. Le procès civil vint ensuite. Christine m'aida à demander des dommages et intérêts couvrant les frais médicaux, les coûts de thérapie et la détresse émotionnelle.
L'avocat de Vanessa essaya de faire rejeter la demande, arguant que j'avais déjà eu ma vengeance à travers l'affaire pénale, mais le juge autorisa la poursuite. Le dépôt de la plainte civile ouvrit un autre round de guerre familiale. Maman appela d'un numéro que je ne reconnaissais pas, contournant le blocage que j'avais mis sur son téléphone. Sa voix dégoulinait de venin alors qu'elle m'accusait d'essayer de mettre ma propre sœur en faillite, de détruire l'avenir de Madison et Tyler en prenant l'argent de leur mère. « Tu l'as déjà humilié publiquement » siffla maman. « Ce n'est pas suffisant pour toi ? Ou vas-tu continuer à la punir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ?» L'ironie de ces mots me fit presque rire. Vanessa m'avait puni pendant 28 ans sans conséquence, mais j'étais la méchante pour avoir cherché à obtenir des comptes. Je raccrochai sans répondre, ajoutai le nouveau numéro à ma liste de blocage, et transférai le message vocal à Christine comme preuve de harcèlement continu. L'approche de papa fut différente, plus calculée. Il envoya une lettre sur papier à en-tête de son entreprise, rédigée professionnellement, mais clairement destinée à intimider. Il soulignait la pression financière que les procédures judiciaires mettaient sur la famille, mentionnait ses propres problèmes de santé que le stress exacerbait, et suggérait fortement que je reconsidère mes actions avant que des dommages irréparables ne soient faits. Christine lut la lettre et secoua la tête. Manipulation classique par la culpabilité. Il essaie de vous rendre responsable des conséquences qui sont entièrement le résultat des actions de votre sœur. Elle avait raison, mais le savoir intellectuellement n'empêchait pas la culpabilité familière de s'insinuer. Des années de conditionnement m'avaient appris que mes besoins passaient toujours après l'harmonie familiale. Que parler des mauvais traitements faisait de moi le problème. Désapprendre ces schémas nécessitait une vigilance constante. Le docteur Forestier m'aida à travailler sur la culpabilité pendant nos séances. Elle me fit écrire des lettres que je n'enverrai jamais, exprimant tout ce que je souhaitais pouvoir dire à mes parents. L'exercice fut étonnamment puissant, donnant une voix à des décennies de colère et de blessures supprimées. Vous étiez une enfant qui avait besoin de protection, me rappela-t-elle lors d'une séance particulièrement difficile. Ils vous ont fait défaut. Cet échec n'est pas de votre faute, et chercher justice pour cela n'est pas une trahison. La phase de découverte révéla des choses que je n'avais pas sues. Des emails entre Vanessa et maman discutant de mon hypersensibilité et élaborant des stratégies pour gérer mes drames. Des SMS où Vanessa plaisantait avec des amis sur le fait de me tourmenter. Une entrée de journal du lycée où elle avait écrit combien il était facile de me faire du mal et de regarder tout le monde me blâmer pour avoir surréagi. Les preuves peignaient un tableau troublant de cruauté délibérée et soutenue. Pendant sa déposition, Vanessa maintint que tout n'avait été que des blagues sorties de leur contexte. Son masque ne glissa qu'une seule fois quand Christine l'interrogea sur l'entrée du journal. Parfois, elle me mettait tellement en colère, claqua Vanessa. Toujours à être si parfaite et à agir comme une telle victime. Quelqu'un devait la remettre à sa place. C'était là la vérité sous les années de manipulation mentale. Je n'imaginais pas les choses. Je n'étais pas trop sensible. Vanessa m'avait ciblé intentionnellement, et nos parents l'avaient permis. Les transcriptions de la déposition révélèrent des détails encore plus troublants. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer des incidents spécifiques, les réponses de Vanessa montrèrent un manque total d'empathie. Elle décrivit m'avoir poussé dans les escaliers comme une petite bousculade et prétendit que j'avais exagéré la blessure. L'incident de la portière de voiture devint la fermer accidentellement alors qu'elle sortait encore. Chaque acte de violence avait été recadré dans son esprit comme soit accidentel, soit justifié. Christine la pressa spécifiquement sur l'incident du gâteau d'anniversaire. Vous avez dit à la police que c'était une farce inoffensive. Pouvez-vous expliquer comment écraser le visage de quelqu'un dans un gâteau avec assez de force pour le faire tomber et se cogner la tête constitue quelque chose d'inoffensif? L'avocat de Vanessa fit objection à plusieurs reprises, mais la question resta en suspens. Quand elle répondit enfin, sa voix portait ce même ton défensif que j'avais entendu toute ma vie. Tout le monde fait des écrasements de gâteaux aux anniversaires. C'est une tradition. Comment étais-je censé savoir que la chaise basculerait? Comment étais-je censé savoir qu'elle se cognerait la tête? Vous avez poussé le gâteau sur son visage assez fort pour que des témoins le décrivent comme une bousculade violente, contra Christine. Plusieurs personnes au dîner ont exprimé leur inquiétude quant à la force que vous avez utilisée. Étiez-vous en colère contre votre sœur ce soir-là? Le silence s'étira pendant près d'une minute avant que l'avocat de Vanessa ne demande une pause. Quand il revint, Vanessa s'en tint à son script selon lequel c'était un accident, une blague qui avait mal tourné. Mais la transcription montrerait ces longues pauses, les moments où son calme s'était fissuré. Pendant ce temps,
le témoignage de Pierce fournit un contexte auquel je n'avais jamais eu accès. Il décrivit des années à regarder Vanessa me rabaisser lors des réunions de famille, toujours sous couvert de taquinerie mais avec un tranchant qui le mettait mal à l'aise. Il parla de disputes qu'ils avaient eues en privé où il remettait en question son traitement envers moi et où elle l'avait accusé d'être trop sensible, de ne pas comprendre les dynamiques fraternelles. Elle lui avait dit que sa sœur avait toujours été jalouse d'elle. Pierce témoigna que tout entre nous n'était en réalité que compétition et ressentiment de la part de sa sœur. Il la croyait parce que c'est ce que ses parents confirmaient. Ils racontaient tous la même histoire sur le fait que sa sœur était difficile et dramatique. Mais vivre avec Vanessa pendant 10 ans lui avait montré la vérité. Il avait vu comment elle parlait de moi quand je n'étais pas là, la satisfaction qu'elle tirait à raconter des histoires de mes supposés échecs et embarras. Il remarqua comment elle dirigeait les conversations lors des réunions de famille vers des sujets qu'elle savait inconfortables pour moi, puis jouait les innocentes quand je me retirais. L'incident de l'anniversaire était la première fois qu'il voyait cela se produire de manière aussi flagrante. Il déclara qu'il n'y avait aucun moyen de l'interpréter autrement que comme intentionnel. Et quand tout le monde s'est précipité pour la défendre et blâmer sa sœur d'être bouleversée à ce sujet, il comprit enfin que toute la dynamique familiale était fausse. Son témoignage fut dévastateur pour la défense de Vanessa. Voici son propre mari, quelqu'un sans incitation à mentir, décrivant un schéma de comportement qui correspondait exactement à mes affirmations. Christine s'assura que le jury entendrait chaque mot. L'affaire civile se régla hors tribunal pour un montant que je ne peux pas divulguer en raison des termes de l'accord, mais il était assez substantiel pour couvrir toutes mes dépenses et plus encore. Plus important encore, le règlement incluait une clause exigeant que Vanessa suive un conseil psychologique à long terme et maintienne l'ordonnance de restriction indéfiniment. Pierce demanda le divorce 3 mois après la condamnation. Par des connaissances mutuelles, j'appris qu'il documentait le comportement de Vanessa envers lui et les enfants depuis plus d'1 an. L'incident du gâteau avait été son point de rupture. Il obtint la garde principale, Vanessa recevant des visites supervisées en attendant l'achèvement de sa thérapie mandatée par le tribunal. Je déménageai dans une ville différente 6 mois après que tout fut conclu. Non pas pour fuir, mais en choisissant de prendre un nouveau départ quelque part sans le poids de l'histoire familiale pesant sur chaque interaction. Je trouvai un nouvel emploi, me fis de nouveaux amis qui ne savaient rien de l'histoire virale, et continuai la thérapie pour travailler sur des décennies de dommages accumulés. Le déménagement lui-même fut libérateur d'une manière que je n'avais pas anticipée. En emballant mon appartement, je me surpris à trier mes affaires avec un œil critique. Les photos de famille où j'avais l'air mal à l'aise alors que tout le monde souriait à l'air à la poubelle. Les cadeaux de Vanessa que j'avais gardés par obligation furent donnés. Une boîte à bijoux de maman qui n'avait jamais correspondu à mon style trouva une nouvelle maison chez Emmaüs. Mon nouvel appartement était plus petit, mais semblait plus à moi que n'importe quel endroit où j'avais vécu auparavant. Je choisis des meubles que j'aimais vraiment. Au lieu d'accepter les rebuts de mes parents, je peignis les murs de couleurs qui me rendaient heureuse au lieu de tout garder neutre pour éviter les critiques lors des visites de la famille. Chaque décision était la mienne seule. Et la liberté de cela était enivrante. Commencer le nouvel emploi signifiait me présenter à des collègues sans le bagage d'être la sœur de Vanessa ou la fille de Gérald et Lorraine. J'étais juste moi-même, évalué sur mes propres mérites et ma personnalité. Ma patronne, une femme nommée Catherine qui dirigeait le département marketing avec une gentillesse efficace, me prit sous son aile sans rien savoir de mon passé. Vous avez de bons instincts, me dit-elle après ma première présentation majeure. Faites-vous plus confiance. Vous n'avez pas besoin de remettre en question chaque décision. Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne le savait. La remise en question avait été mon mécanisme de survie dans une famille où ma perspective était toujours fausse. Apprendre à faire confiance à mon propre jugement ressemblait à réapprendre à marcher après des années à s'entendre dire que mes jambes ne fonctionnaient pas correctement. Je me fis des amis lentement, prudemment. Sarah de la comptabilité m'invita à son club de lecture, et j'acceptai malgré mon instinct habituel de décliner les invitations sociales. Le groupe se réunissait mensuellement chez un membre différent, discutant de tout, de la fiction littéraire au roman à l'eau de rose avec un enthousiasme égal. Personne ne posa de questions sur ma famille ou pourquoi j'avais déménagé en ville. Ils m'acceptèrent simplement comme j'étais. Grâce à Sarah, je rencontrai Marcus, qui travaillait dans l'informatique et partageait mon amour pour les mauvais films de science-fiction. Nous commençâmes une tradition de marathon de mauvais films le week-end, rivalisant pour trouver les pires effets et les trous de scénario les plus ridicules. Son amitié était facile et simple, ne demandant rien de moi sauf d'être là et d'être sincère. Il y eut des jours difficiles, cependant.
Les vacances frappèrent particulièrement fort cette première année. Thanksgiving arriva sans invitation de mes parents, sans attente que je me présente au rassemblement familial auquel j'avais assisté toute ma vie. Le silence était à la fois douloureux et libérateur. Tante Rosemary m'invita chez elle, où elle rassembla une collection de marginaux de la famille et d'amis sans autre projet. Nous mangeâmes trop de dinde, jouâmes aux charades et racontâmes des histoires qui n'avaient rien à voir avec l'obligation ou le ressentiment. Une femme, Diane, partagea qu'elle était éloignée de sa propre famille depuis 15 ans et ne pouvait imaginer y retourner. Au début, il me manquait désespérément, dit-elle. Mais ensuite j'ai réalisé que c'était l'idée d'eux qui me manquait, la famille que je souhaitais avoir. La vraie famille que j'avais laissée derrière moi était toxique et destructrice. Une fois que j'ai compris cette distinction, le deuil est devenu plus facile à porter. Ces mots résonnèrent profondément. J'avais porté le deuil d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé, du moins pas pour moi. Les parents aimants et solidaires et la sœur que je voulais n'avaient jamais été plus qu'un fantasme. Accepter cette réalité était douloureux mais nécessaire. Noël fut plus dur. Marcher dans les magasins décorés d'images de familles heureuses ouvrant des cadeaux ensemble apporta des vagues de solitude. Mais je m'achetais des cadeaux que je voulais vraiment. Je passais le réveillon de Noël dans un refuge bénévole à servir le dîner et le jour de Noël à regarder des films en pyjama. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était paisible. Le docteur Forester m'aida à comprendre que la guérison n'est pas linéaire. Certains jours, je me sentais forte et justifiée. D'autres jours, je pleurais la famille que je n'avais jamais vraiment eu, les parents qui avaient choisi leur enfant préféré au détriment de la décence élémentaire, la sœur qui m'avait vu comme une cible plutôt que comme une sœur. Tante Rosemary visitait régulièrement, conduisant 3 heures aller-retour pour prendre de mes nouvelles. Elle devint la famille que je choisis, celle qui me voyait comme digne de protection et d'amour. Nous dînions et parlions de tout sauf du passé, construisant de nouveaux souvenirs non souillés par de vieilles blessures. 1 an après l'incident, Christine m'appela pour me dire que Vanessa avait envoyé une lettre à son bureau demandant qu'elle me soit remise. Puisque l'ordonnance de restriction interdisait le contact direct, c'était la façon pour Vanessa de tenter une communication sans violation. Christine demanda si je voulais la lire ou qu'elle soit retournée non ouverte. Après une longue pause, je lui dis de l'envoyer. Quand elle arriva, je fixai l'écriture de Vanessa sur l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir, mes mains tremblant alors que je me préparais au vitriol ou à la manipulation. Au lieu de cela, je trouvai quelque chose d'inattendu. Pas tout à fait des excuses, mais une reconnaissance. Elle écrivit sur sa thérapie, sur le fait de commencer à comprendre la profondeur des dommages qu'elle avait causés. Elle ne demanda pas le pardon ou la réconciliation, voulait juste que je sache qu'elle essayait d'être meilleure pour le bien de ses enfants. Je ne répondis pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais ce jour n'était pas arrivé. La lettre alla dans un dossier avec tous les autres documents de ce chapitre de ma vie, preuve de ce qui s'était passé, mais pas quelque chose que j'avais besoin de revisiter régulièrement. La lettre resta dans ce dossier pendant des semaines avant que je puisse me résoudre à la lire à nouveau. La deuxième fois, je remarquai des choses que j'avais manquées dans mon choc initial. L'écriture de Vanessa était plus tremblante que dans mes souvenirs, moins contrôlée. Elle avait barré des mots et les avait réécrits, preuve visible de sa lutte avec ce qu'elle devait dire. Elle écrivit sur un souvenir que j'avais oublié, ou peut-être bloqué un moment où nous étions enfants et j'avais gagné un prix scolaire pour une dissertation que j'avais écrite. Elle décrivit rentrer à la maison pour trouver maman et papa me félicitant, affichant le certificat sur le réfrigérateur. Elle s'était sentie invisible à ce moment-là, éclipsée bien qu'étant la sœur aînée qui commandait habituellement toute l'attention. Je me suis donné pour mission de m'assurer que tu ne te sentes plus jamais aussi bien à propos de toi-même, avait-elle écrit. J'avais 9 ans et j'ai décidé que tu étais mon ennemi. Le temps que je sois assez vieille pour comprendre à quel point c'était tordu, le schéma était établi. Je ne savais pas comment être ta sœur sans te démolir. L'aveu était stupéfiant par son honnêteté. Cela n'excusait rien, mais cela fournissait un contexte que je n'avais jamais eu. La cruauté de Vanessa n'avait pas été aléatoire ou incompréhensible. Elle avait été calculée, enracinée dans une jalousie d'enfance que nos parents avaient nourrie en nous comparant constamment. Je partageai la lettre avec le docteur Forester lors de notre séance suivante. Elle la lut attentivement, puis me regarda avec des yeux pensifs. Comment le fait de savoir cela vous fait-il sentir? Triste, dis-je après une longue pause. Pas pour moi, mais pour nous deux. Nous n'avons jamais eu de chance d'avoir une vraie relation parce que nos parents nous ont montés l'une contre l'autre dès le début. C'est vrai, convint le docteur Forester.
Mais Vanessa a fait des choix en grandissant. Comprendre la racine de son comportement ne signifie pas que vous devez le pardonner ou renouer avec elle. Je savais qu'elle avait raison. La lettre expliquait, mais elle n'effaçait pas. Vanessa avait choisi de continuer à me faire du mal bien après que la jalousie d'enfance aurait dû s'estomper en une dynamique fraternelle normale. Elle avait escaladé au lieu de grandir au-delà, et c'était sa responsabilité. Pourtant, quelque chose dans la lettre changea légèrement ma perspective. Je commençais à voir notre histoire non seulement comme victime et agresseur, mais comme deux enfants endommagés par des parents qui les avaient dressés l'une contre l'autre, qui avaient créé un environnement où une seule fille pouvait être valorisée à la fois. Cela ne signifiait pas que j'étais prête pour le contact. L'ordonnance de restriction restait en place, et je n'avais aucune intention d'initier une communication. Mais le tranchant aigu de ma colère s'émoussa légèrement, remplacé par quelque chose de plus complexe et plus difficile à nommer. La vie avança. Je commençais à sortir avec quelqu'un qui pensait que mes limites étaient raisonnables, pas restrictives. Je fus promu au travail sur la base du mérite, pas des relations familiales. J'adoptais un chat nommé Pépère qui exigeait de l'affection mais ne l'utilisait jamais comme une arme. Le deuxième anniversaire de cet anniversaire passa tranquillement. Au lieu de gâteau, je m'offris un bon dîner seul, célébrant la personne que j'étais devenue plutôt que de pleurer ce que j'avais perdu. Un ami du travail demanda si ma famille me manquait, et je dus réfléchir à la réponse. L'idée de me manque, dis-je finalement. Mais la réalité ne me manque pas, et j'apprends à être en paix avec ça. Les réseaux sociaux me montraient occasionnellement des aperçus de leur vie à travers des connexions mutuelles. Maman et papa avaient déménagé pour être plus proches de Vanessa, l'aidant à traverser le divorce. Ils postaient des photos de Madison et Tyler légendés avec une fierté de grands-parents. Dans aucun de ces aperçus je n'apparaissais effacé du récit familial comme si je n'avais jamais existé. L'effacement aurait dû faire plus mal qu'il ne le fit. Au lieu de cela, cela ressembla à une confirmation que j'avais fait le bon choix. Une famille qui pouvait vous jeter si complètement pour avoir refusé d'accepter l'abus n'était pas une famille qui valait la peine d'être pleurée. La thérapie m'aida à construire de nouvelles définitions de la famille, basées sur le respect mutuel et l'attention sincère plutôt que sur l'obligation biologique. Ma famille choisie incluait tante Rosemary, quelques amis proches qui avaient prouvé leur loyauté, et même Christine, qui était devenue une amie après la conclusion des procédures judiciaires. Pierce me contacta une fois, demandant si je serais disposé à laisser Madison et Tyler connaître leur tante. Nous nous rencontrâmes pour un café, et il s'excusa de ne pas être intervenu plus tôt dans le comportement de Vanessa. Je pensais que c'était juste comme ça que ta famille fonctionnait, dit-il. Je pensais qu'il était normal pour les familles d'être un peu dures les unes envers les autres. Je n'ai pas compris que c'était de l'abus jusqu'à ce que je voie le même schéma commencer avec nos enfants. Nous convînmes que les enfants pourraient me contacter quand ils seraient assez vieux pour faire ce choix eux-mêmes. Jusque-là, je resterais une figure lointaine, quelqu'un mentionné occasionnellement mais pas présent. Ce n'était pas idéal, mais cela les protégeait d'être pris au milieu des conflits d'adultes. Pour mon 30e anniversaire, je m'organisais une fête, juste un petit rassemblement d'amis dans mon appartement. Rien d'élaboré. Nous commandâmes des pizzas, jouâmes à des jeux de société, et quand quelqu'un sortit des cupcakes au lieu d'un gâteau traditionnel, tout le monde comprit pourquoi sans que j'aie à expliquer. Une amie, Laura, proposa un toast aux secondes chances et aux familles choisies. À connaître sa valeur et à refuser de se contenter de moi. Nous levâmes nos verres, et cette fois la célébration sembla sincère. Pas de sous-entendu de ressentiment ou d'hostilité soigneusement dissimulée, juste des gens qui s'appréciaient vraiment partageant de l'espace et du temps. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que je rangeais, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Mon premier réflexe fut de l'effacer, mais la curiosité l'emporta. J'ai vu votre histoire aux infos il y a 2 ans. J'étais celui qui vous a traité aux urgences cette nuit-là, la première visite. J'ai souvent pensé à vous et j'espérais que vous alliez bien. Votre bravoure à vous défendre m'a inspiré à signaler enfin ma propre situation abusive. Je voulais juste dire merci. Le message était signé avec des initiales seulement, probablement pour maintenir des limites professionnelles. Je le fixais longtemps, réalisant que partager mon histoire avait eu des répercussions d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Ce qui avait semblé être le pire moment de ma vie avait d'une manière ou d'une autre aidé quelqu'un d'autre à reconnaître son propre besoin de changement. Je sauvegardai le message dans un dossier étiqueté « Raison de continuer ». Il rejoignit des notes de remerciement d'autres survivants qui m'avaient contacté, des articles sur la violence familiale qui citaient mon cas,
et une lettre d'une organisation de défense demandant si j'envisagerais de parler lors d'événements. Parler en public me terrifiait, mais je commençais à accepter des invitations choisies. Se tenir devant des publics et partager mon expérience ressemblait à reprendre mon récit, refusant de laisser la honte ou la pression familiale me réduire au silence. Certains discours se passèrent mieux que d'autres, mais chacun devint plus facile. Les discours professionnels menèrent à des opportunités inattendues. Un éditeur me contacta pour écrire des mémoires. Un réalisateur de documentaires voulut m'interviewer pour un projet sur la violence familiale. Une université locale me demanda de donner une conférence invitée dans leur département de psychologie sur les effets à long terme de l'abus normalisé. Je dis oui aux mémoires après mûre réflexion. Travaillant avec une prête-plume, je racontais l'histoire complète, pas seulement l'incident viral, mais tout ce qui y avait mené et suivi. Le processus fut douloureux mais cathartique, me forçant à examiner des schémas que j'avais acceptés comme normaux pendant trop longtemps. Écrire les mémoires signifiait revivre chaque moment douloureux dans un détail atroce. Ma prête-plume, une femme patiente nommée Rebecca qui avait écrit plusieurs autres mémoires de survivants, me guida à travers le processus avec des questions douces qui me poussaient à creuser plus profondément. « Que ressentiez-vous quand votre mère prenait le parti de Vanessa ?» demandait-elle. « Ou pouvez-vous décrire ce que c'était de réaliser que votre père ne vous croirait jamais ?» Chaque séance me laissait émotionnellement vidé. Certains jours, je passais des heures à parler d'un seul incident, déballant des couches de sens et d'impact que je n'avais pas entièrement traitées auparavant. Rebecca enregistrait tout, puis m'envoyait des transcriptions à revoir et à développer. Le chapitre le plus difficile à écrire couvrait mon enfance avant que je ne développe le vocabulaire pour nommer ce qui se passait. Rebecca m'aida à voir des schémas que j'avais manqués, comme la façon dont maman louait Vanessa pour le même comportement qu'elle critiquait chez moi. Ou comment papa riait aux blagues méchantes de Vanessa sur mon apparence, mais me grondait d'être trop sensible quand je m'énervais. Vos parents ont créé des livres de règles différents pour chacune de vous, observa Rebecca lors d'une séance. Vanessa pouvait être cruelle et c'était drôle. Vous pouviez être blessé et c'était de la faiblesse. Ce genre de normes arbitraires rend un enfant fou. Nous passâmes 3 mois sur des entretiens avant que Rebecca ne commence réellement à écrire. Elle m'envoyait des chapitres pour révision, et je lisais ma propre histoire à travers les mots de quelqu'un d'autre. C'était surréaliste de voir ma vie étalée en paragraphes soignés, des expériences douloureuses transformées en arc narratif. Certaines parties, elle les avait mal comprises, comprenant mal le poids émotionnel de certains moments ou insistant sur les mauvais détails. Nous discutions des révisions, et elle réécrivait jusqu'à ce que cela sonne vrai. D'autres parties, elle les capturait si parfaitement que les lire m'apportait des larmes que je n'avais pas pleuré depuis des années. Le chapitre sur l'incident du gâteau d'anniversaire lui-même passa par cette brouillon. Rebecca continuait de me pousser à être plus spécifique sur les sensations physiques, l'impact émotionnel, la qualité surréaliste d'être allongée sur le sol couverte de gâteaux et de sang pendant que ma famille minimisait ce qui venait de se passer. Les lecteurs doivent comprendre que ce n'était pas juste une farce qui a mal tourné, dit-elle. C'était une agression, et la réaction de votre famille était de la manipulation mentale. Nous devons rendre cela clair comme de l'eau de roche sans dire au lecteur quoi penser. À mi-chemin du processus d'écriture, j'eus un effondrement. Le fait de revivre constamment le traumatisme devint trop lourd, et j'appelai Rebecca en pleurant, disant que je ne pouvais pas continuer. Elle me calma doucement, me rappelant pourquoi j'avais accepté de faire cela en premier lieu. Votre histoire compte, dit-elle. Il y a des gens qui vivent des versions de ce que vous avez vécu en ce moment même, pensant qu'ils sont seuls ou fous ou trop sensibles. Vous avez la chance de leur dire qu'ils ne le sont pas, mais seulement si vous êtes prête. Nous pouvons arrêter à tout moment. Je pris une semaine de congé du travail sur les mémoires, passant du temps avec des amis et me concentrant sur des choses qui m'apportaient de la joie. Quand j'y revins, je me sentais plus stable, plus prête à aller jusqu'au bout. Le livre sortit avec un succès modeste. Certains critiques louèrent son honnêteté. D'autres me critiquèrent pour avoir étalé les affaires de famille publiquement. Maman envoya une lettre de cessation et d'abstention par le biais de son avocat menaçant de poursuivre pour diffamation. Christine géra cela efficacement, soulignant que la vérité est une défense absolue, et que tout dans le livre était un fait documenté. Vanessa ne répondit pas publiquement, bien que j'aie entendu par la rumeur familiale qu'elle était furieuse. Selon tante Rosemary, maman avait organisé une réunion de famille pour discuter de la trahison de ma publication du livre. La moitié de la famille y assista et convint que j'étais horrible. L'autre moitié resta chez elle, ce qui voulait tout dire. 3 ans après l'incident,
je reçus une notification indiquant que Vanessa avait terminé sa thérapie mandatée par le tribunal et demandait à modifier l'ordonnance de restriction. Son thérapeute soumit une lettre déclarant qu'elle avait fait des progrès significatifs et ne posait plus de menaces. Christine et moi discutâmes des options. Nous pouvions combattre la modification, maintenant potentiellement l'ordonnance de restriction complète en place, ou nous pouvions accepter une modification permettant un contact limité dans des circonstances spécifiques. Que voulez-vous ? Demanda Christine. Pas ce qui est stratégiquement légal, mais ce qui vous semble juste pour vous. J'y pensais pendant des jours. Finalement, j'acceptais une modification permettant une communication écrite uniquement, avec l'entente que tout contenu menaçant ou abusif rétablirait immédiatement l'ordonnance complète. Le contact face à face restait interdit. La première lettre de Vanessa arriva une semaine après que la modification fut passée. Courte et raide, elle me remerciait d'avoir accepté le changement et déclarait qu'elle comprenait pourquoi j'avais posé des limites. Elle ne s'excusa pas directement pour les années d'abus, mais elle reconnut que ses actions avaient été nuisibles et mauvaises. Un progrès, je suppose. Pas une réconciliation, mais peut-être les débuts d'une prise de responsabilité. Je ne répondis pas. Je n'étais pas prête pour même cette connexion limitée, mais je gardais la lettre comme preuve que le changement était possible. Le divorce de Pierce fut finalisé à peu près au même moment. Il avait rencontré quelqu'un de nouveau, une femme qui traitait apparemment Madison et Tyler avec une gentillesse sincère. À travers nos rencontres occasionnelles autour d'un café, il était devenu quelque chose comme un frère pour moi, la relation fraternelle que j'avais toujours voulu mais jamais eue avec Vanessa. Les enfants demandent après toi parfois, mentionna Théil lors d'une réunion. Je leur dis que tu es leur tante qui vit loin et qui les aime même si tu ne peux pas les voir en ce moment. C'est parfait, dis-je. Quand ils seront plus vieux, s'ils veulent en savoir plus, je répondrai honnêtement à leurs questions. Ma trentaine se déroula avec une paix que je n'avais pas cru possible. Une bonne thérapie, des limites fortes et une famille choisie créèrent une vie qui semblait authentique plutôt que jouée. Les cicatrices restaient, à la fois physiques et émotionnelles, mais elles ne définissaient plus mon existence entière. Les cicatrices d'agrafe restantes de cette nuit-là formaient une petite crête le long de la racine de mes cheveux facilement cachés, mais toujours présentes comme un rappel. Certaines personnes auraient pu recourir à la chirurgie plastique pour les enlever. Je choisis de les garder, preuve physique que j'avais survécu et refusé d'être effacé. Le docteur Forestier et moi finîmes par passer de séances hebdomadaires à des bilans mensuels. Elle m'aida à construire des outils pour gérer les déclencheurs, traiter les sentiments complexes sur la famille et reconnaître les schémas relationnels sains. Le travail de guérison continuerait pour toujours, mais j'avais appris à le porter sans le laisser m'écraser. Un mardi soir quelconque, 4 ans après que tout eut changé, je m'assis sur mon balcon en regardant le coucher de soleil et je réalisais que j'étais heureuse. Pas en train de faire semblant d'être heureuse, pas en train de jouer le bonheur pour les autres, mais sincèrement satisfaite de ma vie et de moi-même. Mon téléphone sonna avec la sonnerie familière de tante Rosemary. « J'appelle juste pour prendre des nouvelles, dit-elle. « Comment vas-tu ? » « Vraiment, vraiment bien, répondis-je, et je le pensais. Vraiment, sincèrement bien. Nous parlâmes pendant 1 heure de rien d'important et de tout ce qui comptait. Quand nous raccrochâmes, je restais dehors à regarder le ciel s'assombrir, pensant au voyage depuis ce dîner d'anniversaire jusqu'à ce moment. La vérité que le docteur Martinez avait vue dans ses radios n'avait pas seulement été de vieilles fractures et de nouvelles blessures. Cela avait été la preuve d'un schéma, la preuve que parfois la famille nous blesse de manière que nous apprenons à accepter comme normale. Sa décision d'appeler la police m'avait donné la permission d'arrêter d'accepter, d'exiger mieux, de m'éloigner de la toxicité déguisée en amour. Certaines histoires se terminent par une réconciliation dramatique, des familles qui guérissent et se réunissent. Ce n'est pas cette histoire. Certaines familles sont trop brisées pour être réparées, certaines blessures trop profondes pour guérir complètement. Parfois, la fin heureuse est de reconnaître cette vérité et de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui n'a jamais vraiment fonctionné. Je rentrai et me fis à dîner, appelai un ami pour faire des projets pour le week-end, et m'endormis dans une maison où je me sentais en sécurité. Demain, je me réveillerai et continuerai à construire cette vie que j'avais choisie, entouré de gens qui voyaient ma valeur et ne remettaient jamais en question si je méritais une gentillesse élémentaire. Cet incident de gâteau d'anniversaire a détruit ma famille d'origine. Mais il m'a aussi libéré pour découvrir ce que la famille pouvait réellement signifier. À la fin, c'était ça la vérité choquante. Ces radios ont révélé que je méritais mieux que ce qu'on m'avait appris à accepter, et que j'étais assez forte pour aller le trouver.